Les autorités du pays ont réagi ce dimanche à l'accident d'un train ayant causé 75 morts selon un bilan révisé dans le Lualaba. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, a également présenté ses condoléances à son prédécesseur. Le chef du gouvernement séjourne dans le Grand Équateur avec une dizaine de membres de son équipe. Dimanche, il a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du sanctuaire Isidore Bakanja à Chuapa. Ce 15 mars, les élus vont reprendre le chemin du Palais du Peuple pour une session essentiellement législative, une rentrée qui sera probablement marquée par les débats sur la Constitution qui a marqué l'opinion ces dernières semaines. Mesdames et messieurs, bonjour. Un train des marchandises avec plus de 100 passagers à bord a connu un grave accident dans la nuit de jeudi à vendredi à Lubudi dans la province du Lualaba. Le dernier bilan annoncé par le gouvernement fait état de 75 personnes décédées et plusieurs blessés ainsi que de la marchandise perdue. Nous avions joint sur place notre correspondant dans la région, Josué Mouyumba, pour les premières informations. L'accident ferroviaire s'est produit au niveau du territoire de Lubudi, précisément dans la localité de Kitenta, près de Bouillofoué. C'est à environ 19 km du chef-lieu de ce territoire, qui porte le nom d'ailleurs du territoire. Il s'est agi d'un train marchandise de la Société nationale de chemin de fer du Congo, la SNCC. Selon les informations à notre possession, la locomotive voulait monter une pente et quand le machiniste a poursuivi avec les efforts pour traverser cette pente, pour arriver au bout, ça n'a pas marché. L'engin s'est emballé, il a commencé à reculer. C'est en reculant qu'il s'est renversé, il a terminé sa course dans un ravin. Et c'est de là qu'on a enregistré ce drame. La délégation conduite par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deoda Kapenda Wakapenda, est en conseil de sécurité. Vous l'aurez remarqué, les réactions de Kinshasa se sont fait attendre au point que le président sénégalais Macky Sall se soit prononcé avant son homologue congolais Félix Tshisekedi, actuellement en séjour privé en Europe. Le gouvernement, de son côté, affirme avoir attendu les précisions du directeur général de la SNCC envoyé sur place avant de se prononcer officiellement. À Kinshasa, jusque dimanche en début de soirée, l'on n'évoquait que très vaguement la nouvelle par quelques sites d'information d'actualité sans réellement attirer l'attention du public, malheureusement habitué à ce genre de drame. 4 heures après les premières images de l'accident rendues publiques sur le compte Twitter du ministère de la Communication et Médias, c'est le chef d'État sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, qui présentera ses condoléances à son homologue et prédécesseur, Félix Tshisekedi, ainsi qu'au peuple congolais, évoquant plusieurs morts. C'est à ce moment précis que l'opinion congolaise se réveille, surprise par la promptitude de Macky Sall, alors que Félix Tshisekedi n'avait encore dit mot à ce sujet, du moins sur Twitter. Quelques minutes après, tout au plus 1 heure, la présidence de la République congolaise présentera à son tour la situation pour la première fois, avec un bilan provisoire de 75 personnes décédées et plusieurs blessés à Kitenta, territoire de Lubudi dans la province du Lualaba. Le ministère de la Communication et Médias, qui est revenu aux nouvelles un peu plus tard, a évoqué également la situation de 125 personnes blessées, dont 28 avec un traumatisme grave, orientées vers les centres médicaux spécialisés pour des soins appropriés. Le directeur général de la SNCC, qui s'est rendu sur place, mandaté par le gouvernement, a pu conclure que la cause de l'accident a été purement technique, notamment une traction de l'appareil qui a lâché au moment de gravir une pente. Comme souvent dans ce genre de circonstances, plusieurs questions sont évoquées sur les responsabilités des uns et des autres au moment où la République est endeuillée. L'on se pose des questions, notamment sur cet appareil qui quittait Mweneditu pour Lubumbashi avec plus de 100 tonnes de marchandises. Au-delà des condoléances, une commission d'enquête a été mise en place et le directeur général de la SNCC, Fabien Moutonde, est attendu à Kinshasa ce lundi pour des dispositions pratiques liées à la gestion des dégâts causés par ce drame.
Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a posé la première pierre pour la construction du sanctuaire d'Isidore Bakanja à Bokoté, accompagné des prélats catholiques, dont le chapelain du pape, Monseigneur Donatien Cholet, et en présence de plusieurs personnalités. Le chef du gouvernement a posé la première pierre pour le démarrage des travaux de construction du site Isidore Bakanja, un site qui comprendra un mausolée, une auberge. Le chef du gouvernement est allé non seulement pour préparer la 9e conférence des gouverneurs qui sera présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans cette partie de la République, mais aussi pour rencontrer les autorités politico-administratives et lancer des travaux de construction des infrastructures. En partance pour Bokoté, où il doit présider personnellement la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fait escale à Boendé, chef-lieu de la province de la Chuapa, où il a été accueilli par une importante marée humaine qui l'attendait. Le gouverneur de la province de la Chuapa, les élus provinciaux et nationaux ressortissants de ce coin de la République et plusieurs notables de la province ont réservé un accueil délirant au chef du gouvernement, et cela avant de braver tous les risques en prenant un canot rapide pour arriver à Bokoté, où il doit lancer les travaux de construction du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja. Les étapes de Boendé et Bokoté interviennent après celle de Mbandaka, où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a été chaleureusement accueilli. Outre le lancement des travaux de construction du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja, le Premier ministre Sama Lukonde est dans le Grand Équateur pour notamment rencontrer les autorités politico-administratives et préparer la 9e conférence des gouverneurs qui se tiendra dans cette partie de la République et qui sera présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour arriver à Bokoté, le chef du gouvernement a dû braver les risques en utilisant le canot rapide. Comme à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a connu un accueil chaleureux à Boendé, où il s'est vu noyé dans une foule de l'aéroport jusqu'au port de Lonatra, où il devrait prendre le canot rapide pour Bokoté. Rentrée parlementaire ce mardi. Pour la session de mars, les élus vont reprendre le chemin du Palais du Peuple pour légiférer comme la pratique le veut pour cette session, la toute première de l'année 2022. Une rentrée qui coïncide avec un vif débat au sujet de la révision de la Constitution lancée par plusieurs politiciens à l'approche des prochaines élections en 2023. Il y a également le cas du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est resté pendant au moment où il a eu l'autorisation de se faire soigner à l'étranger. Après les vacances parlementaires, c'est la rentrée qui s'annonce à la Chambre haute tout comme à la Chambre basse du Parlement congolais, en vertu de l'article 115 de la Constitution du 18 février 2006. À la Chambre basse du Parlement, par exemple, la plénière devra tabler sur l'hypothétique démission de Jean-Marc Akabound de son poste de vice-premier président. 2 mois après son annonce, Jean-Marc Akabound n'a toujours pas formalisé sa démarche. Autrement dit, la deuxième personnalité du bureau de la Chambre basse du Parlement n'est toujours pas allée jusqu'au bout de sa décision. Comme pour dire, Jean-Marc Akabound n'avait pas encore officiellement rendu le tablier. A-t-il attendu la session de mars qui s'ouvre ce mardi pour finalement déposer sa lettre de démission en bonne et due forme au bureau Mbosso? Autant des questions qui méritent d'être posées. Toutefois, à l'UDPS, la page Jean-Marc Akabound semble être tournée. Outre l'affaire de Kabound, un autre dossier, c'est celui lié au projet de révision de la Constitution, soutenu par certains députés de la nouvelle majorité parlementaire. Même si certains analystes la considèrent comme un ballon d'essai pour jauger l'opinion. L'idée de modifier certains articles verrouillés de la Constitution hante de plus en plus l'esprit de ces initiateurs, des terriféraires du régime qui se recrutent pour faire front commun afin de passer de la 3e à la 4e République, jusque même à aller rallonger le mandat du président de la République de 5 à 7 ans, toujours à la Chambre basse du Parlement. Une pétition du député national Gracien Iraken de Saint-Nicolas contre le bureau Christophe Mbosso Nkodia
les députés nationaux a invité Christophe Mbosso Kodia et son bureau à justifier la gestion de près de 64 millions de dollars de la Chambre basse du Parlement. Sur fond d'interrogation, sans réponse, Gracien Iraken avait aussi rassuré qu'il a déjà récolté plus de 70 signatures. Il ne lui restait plus que quelques 55 pour atteindre le 125 requises par la loi pour qu'une pétition soit maintenue ou débattue en plénière. Au regard de ce qui précède, la rentrée parlementaire de mars et de tous les enjeux et de tous les dangers en République démocratique du Congo. Il s'est clôturé ce week-end sous une note de satisfaction des parties prenantes, l'atelier d'induction et de lancement de la subvention C19RM, un dispositif de riposte à la Covid-19 en République démocratique du Congo. Ces assises étaient organisées du 7 au 12 mars 2022 au village Venus Bibois par le secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte à la Covid-19 avec l'appui du Fonds mondial. Pendant 5 jours, des principaux responsables du secrétariat technique à la riposte contre la Covid-19 et le membre des différents programmes de la tuberculose, VIH et le paludisme s'étaient retrouvés au village Venus Bibois pour s'approprier les mécanismes du financement Covid-19 RM et parler le même langage par rapport à l'écosystème du Fonds mondial. À la clôture de ces assises, le docteur Justus Nsio, chargé des ripostes, s'est dit content des résultats atteints, dont un plan de travail avec activités budgétisées et chronométrées. Les docteurs Kemaï Chorabi et Christelle Boulanger, assistants techniques du Fonds mondial auprès du secrétariat technique à la riposte, saluent la participation de tous ces techniciens de la riposte. En termes de résultats, je pense qu'aujourd'hui, les participants qui sont les membres du secrétariat technique connaissent beaucoup mieux et les procédures et je dirais l'écosystème du Fonds mondial qui est quand même particulier. C'est un bailleur important aussi en RDC depuis très longtemps, mais qui finançait jusqu'à présent la lutte contre les 3 maladies prioritaires, donc VIH, tuberculose et paludisme, et qui était moins connu peut-être par d'autres directions ou d'autres programmes ou d'autres acteurs de la santé. Les participants satisfaits du déroulement de ces travaux des Bibois n'ont pas manqué de manifester leur joie. Cet atelier nous a permis de nous approprier des activités que nous allons mettre en œuvre et aussi de bien comprendre les orientations et les exigences du Fonds mondial en matière de financement et en matière de mise en œuvre des activités. Et à l'issue de cet atelier, chaque commission a produit les termes de référence et les plans d'activité. Et nous sommes très contents parce que c'est ce que nous attendions depuis longtemps. Je pense que déjà dès la semaine prochaine, les activités peuvent être mises en œuvre. Cet atelier va désormais permettre au secrétariat technique à la riposte de booster ses activités sur terrain. Prenons à présent cette communication de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo qui renseigne que le sous-secrétaire du département du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, débutera une visite de 5 jours en Angola, en Afrique du Sud et en République démocratique du Congo. Il s'entretiendra avec des hauts responsables du gouvernement pour discuter des efforts anti-corruption, de la lutte contre les réseaux financiers du terrorisme et des sanctions récentes prises par les départements du Trésor en Afrique. Ce lundi, en Angola, le sous-secrétaire Nelson s'entretiendra avec les leaders économiques du pays pour discuter des efforts anticorruption ainsi que de leur programme international de recouvrement des avoirs, de la surveillance relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ainsi que les réformes économiques. Dans le Congo central, les conditions de détention des prisonniers sont à la base d'une polémique après le décès, il y a quelques jours, d'un nombre non encore clairement conclu de prisonniers. Les hautes températures qui caractérisent ces derniers jours seraient à la base de cette situation mixée à un manque criant d'eau potable. Malgré les efforts qui sont en train d'être fournis, les conditions de détention dans les prisons sont déplorables en République démocratique du Congo. Situation qui favorise des évasions dans les différentes maisons carcérales disséminées à travers le pays, selon les organisations de défense des droits de l'homme.
Le dernier cas en date est celui de la prison centrale des Matadi, dont la semaine du 7 au 13 mars de cette année, au moins 6 détenus ont perdu la vie suite aux mauvaises conditions carcérales. D'après une source pénitentiaire de la place, interrogée par les médias locaux, les détenus sont très souvent asphyxiés à cause des manques criants d'eau potable de la régie des eaux que connaît ce centre de rééducation. Les prisonniers sont étouffés dans leurs cellules, dont les dimensions laissent à désirer. Alors que la population fait état de 6 morts, les autorités de cette prison font état de 3 morts seulement. Cela suite à leur négligence. Selon elles, ces détenus étaient atteints de la tuberculose et ne voulaient jamais prendre de produits pharmaceutiques leur prescrits par le médecin de cette prison. Rappelons qu'en novembre 2021, plus de 200 prisonniers s'étaient évadés de la prison centrale des Matadi. Les organisations de défense des droits de l'homme plaident pour l'amélioration des conditions carcérales, dont la prison centrale des Matadi. En sport, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'on s'approche petit à petit du match RDC-Maroc du 25 mars. La liste des joueurs sélectionnés sera publiée d'ici la fin de cette semaine. Dans ce panorama sportif, on reviendra sur les interclubs de la CAF avec le match joué le week-end, sans oublier la page internationale. Et ce sera avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, merci. On va commencer par la RDC, bien évidemment. Barrage mondial 2022, jour J-11, RDC Maroc. Bien évidemment, il faut dire que le compte à rebours est déjà lancé pour cette rencontre RDC Maroc. Et d'ici la fin de la semaine, la liste des joueurs sélectionnés par Raoul Hector Cooper sera publiée. Pendant ce temps, le cas Meshak Elia continue de faire couler beaucoup d'encre et des salives. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, l'international congolais qui évolue actuellement au sein des Young Boys en Suisse a manifesté son envie de revenir en sélection après 3 ans d'absence, puisque depuis la CAN 2019, Meshak n'est jamais rentré au pays pour disputer un match avec la sélection nationale. Dans ces derniers virages, Meshak s'est dit prêt en tout cas à venir mouiller les maillots en vue d'une qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Je vous propose d'écouter le joueur de Young Boys. Je tiens à vous dire que je suis prêt à venir de jouer le match de barrage contre le Maroc et je laisse au coach et la fédération de décider. Mbote bandeko nanga nyonso tu ya Congo, awa ezali mwana na bino pe frère na bino pe petit frère na bino Meshaki Elalina. Juste pour na koyebisa bino ke nazali prêt pour na koya kobeta match ya des barrages contre Maroc na tiki nyonso na maboko ya staff technique et puis na fédération. Merci, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Tous ensemble, on est ensemble. Est-ce qu'on en sait plus, Christian, sur sa situation d'absence? Qu'est-ce qui a causé cette absence? À chaque fois qu'il était convoqué, voilà, il rejetait en fait la demande, soit la sélection de l'équipe nationale. Et voilà, il estimait qu'il avait encore des litiges avec le tout-puissant Mazembe Anglebert au niveau de la justice. Hypothèse qui était rejetée par Mazembe. Ce qui est vrai, rien n'a changé en tout cas dans ces contextes-là. Et voilà, 3 ans après, le joueur s'est dit maintenant prêt de pouvoir venir mouiller les maillots, alors qu'on l'a sélectionné lors du deuxième tour, voilà, des éliminatoires de la Coupe du Monde. Meshak n'a jamais accepté venir porter le maillot de l'équipe nationale. Il se raconte également qu'il séjourne en Suisse sur le statut, avec un statut de réfugié politique. À boire et à manger dans ce dossier, puisque dernièrement, il a posté c'est son passeport qui était congolais et il a bien sûr précisé qu'il ne s'est pas retrouvé en Suisse en statut de réfugié politique, hypothèse plutôt avancée par le ministre des Sports et Loisirs qui avait même dit que Meshak et toute sa famille se trouvent en Suisse. Ils sont des exilés politiques. Bon voilà, quelques jours après, son grand frère a démenti tout ce que le ministre des Sports, Serge Nkondé, avait dit sur lui. Donc pour l'instant, on ne sait pas vraiment comprendre les raisons qui ont fait que Meshak ne puisse pas venir.
et en dernière minute, il accepte finalement de venir porter le maillot de l'équipe nationale. Du côté de la sélection marocaine, Christian, les nouvelles ne sont pas bonnes. Non. Il faut dire que Hakim Ziyech et Nousser Mazraoui, les deux cartouches importantes du Maroc, seront bel et bien absentes lors de la double confrontation contre les Léopards de la RDC, alors que Fouzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, confirmait les présélections de Ziyech et de Mazraoui. Ces deux joueurs ont vite démenti cette information. Ziyech dit par exemple, je cite, « Je suis désolé de décevoir les fans, ce n'était pas une décision facile à prendre, mais malheureusement, je sens que je n'ai pas d'autre choix », assure le milieu de terrain de Chelsea, dont la dernière sélection remonte à l'été dernier, bien que j'ai tout donné pour l'équipe au cours des 6 dernières années en tant que joueur. Je me concentre sur mon club, a renchéri Hakim Ziyech. Coupe de la Confédération, Mazembe arrache un précieux nul au Cameroun, c'était hier. Les Corbeaux ont su en tout cas ramener un point de leur déplacement au Cameroun en imposant un nul de 2 buts partout in extremis à la formation camerounaise de Coton Sport de Garoua. Match comptant pour la 4e journée. Coton Sport avait pourtant ouvert le score à la 15e minute par l'entremise des Marous. Les Corbeaux vont revenir au marquoir peu avant la pause grâce à Jefté Kitambala sur un coup de tête plongeant. Retour des vestiaires. Coton Sport va reprendre le contrôle du match après la bourde de Godé Massengo qui va marquer contre son camp. Il fallait justement attendre les ultimes times pour voir Kevin Mondeko marquer le but égalisateur. Au classement, c'est bien Al-Masri qui est en tête avec 7 points, ex-aequo avec le tout-puissant Mazembe qui vient en 2e position. Le club égyptien s'est imposé hier face à Otto du Congo-Brazzaville sur le score étriqué d'un but à 0 lors de la 5e journée. Mazembe sera reçu par Otto à Kinshasa et Coton Sport va se déplacer sur la pelouse de Masri dans les groupes D. Très vite, comme on peut voir sur ces images, le club tanzanien de Simba SC a pris sa revanche hier sur la renaissance sportive de Berkane de Jean-Florent Ibenge Ikwangue en le battant sur le score étriqué d'un but à 0. L'unique réalisation de ce match porte la signature de Pape Ousmane Sako à la 44e minute de jeu. Au classement, Simba mène la danse avec 7 points. Berkane rétrograde en 2e position avec 6 points. Christopher Ochokoum. Et vous avez également prévu la page internationale avec un focus sur le club de Chelsea en Angleterre qui subit les sanctions infligées à son président jusque-là, Abramovich. Il faut dire que le club anglais de Chelsea se retrouve petit à petit au pied du mur suite aux sanctions infligées à Roman Abramovich par la Première Ligue, le gouvernement britannique. Le club n'a pas eu la possibilité de payer le carburant pour le bus, bien que la licence actuellement permette à l'équipe d'exister, même lorsque les actifs de Roman Abramovich sont gelés. De nombreuses restrictions sévères ont été imposées sur les dépenses, même celles liées à la sécurité. Donc Chelsea craint de devoir fermer les tribunes, en plus du fait qu'il est interdit de vendre des billets pour le match d'équipe et de n'autoriser l'entrée qu'aux abonnés ayant acheter un abonnement à l'avance. Alors Christopher, il faut dire que Peter Sech, directeur technique de la performance du club, estime que Chelsea pourrait ne pas finir la saison si cette situation perdure. Alors sur terrain, il faut dire que les Blues se sont imposés petitement hier au bout du bout face à Newcastle et s'est consolidé en 3e position avec 59 points, alors que Manchester United vient en 5e position avec 50 points. Le Red Devils Saint-Germain a en tout cas lavé l'affront hier face au FC Bordeaux en l'étriant sur le score des 3 buts à 0 grâce notamment aux réalisations de Kylian Mbappé à la 24e minute, Neymar Junior à la 52e minute et Paredes à la 61e minute de la partie. Au cours de ce match, les supporters du PSG ont conspiré sur Messi et Neymar alors qu'Mbappé a été applaudi en Liga. Pour finir, le FC Barcelone continue en tout cas de monter en puissance avec sa série de 4 buts par match. Les Blaugrana ont été soir par Mallorca. Le merengue va en tout cas livrer ce match avec un moral au zénith après avoir éliminé de la plus belle de manière le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'était bien sûr le mercredi dernier. Une victoire qui a plutôt régalé Christopher Ochokoum. Infrastructure sportive à Kinshasa. Streetball lance bientôt les travaux de rénovation des terrains de basketball, Christian. Alors c'est un projet dont le lancement a connu quelques couacs l'année dernière. Cette année, tous les moyens sont en tout cas réunis pour justement lancer les travaux de rénovation des terrains de basketball dans différents coins de la capitale. Plus de précisions dans ce reportage.
Ce projet permettra d'aménager les espaces extérieurs des terrains de basketball dans certains coins de Kinshasa afin de permettre aux amoureux de la balle au panier de pratiquer cette discipline dans de bonnes conditions, explique Jerry Kilambwembaka. Je suis là pour un projet qu'on a ramené déjà depuis l'an dernier. Je suis passé dans quelques médias pour en parler. C'est pour rénover des espaces, des terrains de basket extérieurs dans la ville au Congo, mais on va démarrer précisément à Kinshasa. Donc on est là pour relancer le projet. Avec le Covid, on n'avait pas pu le faire l'an dernier. Là, on relance le projet. On est déjà en plein boulot. On avait rencontré quand même beaucoup de difficultés, faut le dire, l'an dernier en termes de démarches, mais grâce au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui nous accompagne dans ce projet, et surtout avec l'aide de son conseiller en charge d'investissement, M. Blaise Louyeye, qui nous guide un peu dans toutes les démarches à faire. Tous les moyens sont réunis pour lancer les travaux, rassure le président de la structure Kings of Congo qui représente Streetball à Kinshasa. Nous allons démarrer finalement à Tchango. On va faire notre premier terrain à Njili au quartier 6, ça s'appelle le terrain 6. Donc c'est là qu'on va démarrer et avec le gouverneur qui a un souci de redynamiser un peu la jeunesse à travers le sport et c'est pour ça qu'on va démarrer dans ce secteur-là et après on fera un peu partout dans toute la partie de Kinshasa. Ces terrains de basketball rénovés dans tout le coin de Kinshasa vont booster plusieurs jeunes qui vont alimenter les équipes nationales de basketball dans les jours à venir. Merci beaucoup Christian pour ces informations. C'était le tour de la semaine, tant dans le pays qu'au niveau international. C'est moi qui vous remercie Christopher. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les autorités du pays ont réagi ce dimanche à l'accident d'un train et ont causé 75 morts selon un bilan révisé dans le Lualaba. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, a également présenté ses condoléances à son prédécesseur. Le chef du gouvernement séjourne dans le Grand Équateur avec une dizaine de membres de son équipe. Dimanche, il a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du sanctuaire Isidore Bakanja à Chuapa. Ce 15 mars, les élus vont reprendre les chemins du Palais du Peuple pour une session essentiellement législative. Une rentrée qui sera probablement marquée par les débats sur la Constitution qui a marqué l'opinion ces dernières semaines. Ne nous quittez pas, dans quelques petites secondes, nous aurons la revue de presse. Et ce sera avec Bédine Kenge qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau pour ce bel exercice. Bonjour et bienvenue Bédrine. Bonjour Christopher et merci. À la une de certains journaux, clairement la session de mars qui s'ouvre déjà demain. Effectivement, Christopher, les journaux et sites se sont consacrés à cette session qui s'ouvre dans les deux chambres du Parlement, qui pourra être mouvementée. À en croire Forum des As, la plénière à l'Assemblée nationale devrait évacuer l'hypothèque de la très attendue démission de Jean-Marc Kabound de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. La pétition du député national Gratien Irachan plutôt contre Moussoko Dia, speaker de la Chambre basse du Parlement, pour une gestion politique chaotique, sans oublier les rumeurs sur la révision de la Constitution ou de certaines de ces lois qui alimentent les débats ces derniers jours. Et au sujet de la Constitution, la prospérité s'interroge dans son focus. Révision, révisitation, ni l'une ni l'autre. Constitutionnaliste, réparer ce qui a à réparer, s'il vous plaît. Et pour le journal, 62 ans après l'indépendance, peut-on vraiment dire que tous les acteurs politiques ne soient pas à la hauteur d'apporter un vrai changement attendu par les Congolais? Si l'alternance de 2019, vous vous souvenez, Christopher Ochokoum, a un mérite édifiant, même constitution, même gouvernant, issu de la majorité et de l'opposition, même difficulté dans la gestion de la Respublica. C'est la preuve que le problème vient de la loi fondamentale, d'après les sites. Mais certains observateurs estiment que le développement du pays est possible, sans toutefois passer par la modification de la Constitution, mais plutôt par le changement de mentalité de la base au sommet de l'État. Et s'agissant de la rentrée parlementaire du 15 mars, la prospérité renseigne que Noël Tchani, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, est déterminé à aller jusqu'au bout dans sa démarche visant le verrouillage de l'accès aux fonctions de président de la République et l'impossibilité de déchoir un Congolais d'origine de sa nationalité. Et de son côté, RFI.fr assène que la loi Tchani, que certains comparent à la notion d'ivoirité qui a déclenché la crise en Côte d'Ivoire, est de nouveau proposée au débat du Parlement.
Ce projet de loi de Tchiani est de nouveau proposé après avoir été déclaré irrecevable par le bureau d'études de l'Assemblée nationale en septembre 2021, rappelle Afrique la Libre. Plusieurs raisons étaient évoquées, notamment parmi lesquelles la contradiction avec certaines dispositions de la Constitution. Il faudrait donc modifier celle-ci pour inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour comme le souhaite son initiateur. Et vous avez également pris le temps de lire ce que le journal en dit sur le bilan de l'accident ferroviaire on parle de 75 morts, comme j'ai dit dans le journal. Tout à fait, Christopher. Quelques heures après que le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, Fifi Masuka, ait dépêché une délégation au lieu du drame à Kitenta pour le premier secours, le gouvernement central a mesuré donc l'ampleur de ce drame qui a coûté la vie à plus de 70 personnes, renseignent les sites d'information aa.com. Et d'après casinfo.ca, le président de la République s'est exprimé au sujet du drame qui s'est produit à Louboudi, dans la province du Lualaba, depuis Bruxelles, où il séjourne après son intervention médicale. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a donc présenté ses condoléances aux familles des victimes. Dans l'entretemps, la Prospérité rapporte encore à sa une que le chef de l'État a annoncé son retour à Kinshasa dans le prochain jour. Le président de la République est intervenu depuis Bruxelles pour faire le point sur son séjour privé en Belgique. Il a dit aux membres du gouvernement, Christopher, qu'après s'être fait examiner dans un centre spécialisé, une hernie discale dans la région cervicale a été diagnostiquée et qu'il a bénéficié d'une prise en charge médicamenteuse et non chirurgicale. Et tous égaux s'interroge cette fois-ci Forum des As dans son édito. Pendant que tout Kinshasa se perdait en conjecture sur l'état de santé du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le déraillement d'un train dans le Lualaba faisait plus de 70 morts, des Congolais dont on parle fort peu. Quant aux rescapés, ils viendront allonger la liste des survivants, des moult drames à huis clos qui endeuillent régulièrement le pays. Dans la meilleure des hypothèses, ils bénéficieront justement de quelques expédients du gouvernement, les temps de l'émotion. Moralité pour le confrère, si sur le papier les Congolais sont tous égaux devant la loi, dans la vraie vie, il y a des Congolais plus égaux que d'autres et symétriquement des millions d'anonymes moins égaux que la poignée des privilégiés, conclut le quotidien. Merci beaucoup, Bédrine Nkenge. L'on vous retrouve probablement demain avec Amina Bayombo à 13h. Pas du tout, c'est le jeudi avec Gaëtan Kouabouranzi. Avec Gaëtan Kouabouranzi, d'accord. Merci beaucoup pour cette revue de presse de lundi. Merci à vous. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Nous nous retrouvons plus tard. Entre-temps, vivez heureux et vivez sans temps, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.